J'ai découvert que mes parents ont donné 340 000 $ à mon frère sur une période de 5 ans. Pendant ce temps, je mangeais du riz et des haricots pour essayer de payer mon loyer. Ils disaient qu'ils étaient ruinés. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement rempli un carton avec toutes les photos où ils apparaissaient et je les laissais sur leur Porsche. Mon nom est Brandon. J'ai 32 ans. Je veux vous raconter l'histoire du moment où j'ai découvert que mes parents finançaient la vie de mon frère comme s'il était un petit pays, alors que j'étais ici en train de rationner des haricots rouges comme un survivant post-apocalyptique. Mais je m'avance. Laissez-moi commencer par le début. J'ai grandi dans une petite ville à l'extérieur de Knoxville, dans le Tennessee. C'était une bonne ville, calme. Le genre d'endroit où les gens vous saluent depuis leur Porsche, même s'ils ne vous connaissent pas. Chaque troisième bâtiment est soit une église, soit un restaurant de barbecue. Mes parents, Gail et Rusty, étaient ce que la plupart des gens appelleraient des gens solides. Mon père a travaillé dans une papeterie pendant 31 ans. Ma mère faisait de la comptabilité pour quelques entreprises locales depuis la salle à manger. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas en difficulté non plus. Nous avions une maison de 3 chambres, un jardin décent et un trampoline sur lequel mon frère Colton et moi avons failli nous tuer chaque été. Colton a 3 ans de plus que moi. Écoutez, j'aime mon frère, ou je l'aimais, ou je l'aime. Honnêtement, je suis encore en train de clarifier cela. En grandissant, Colton était l'enfant prodige. Pas d'une manière évidente de méchant de film, mais plutôt comme un goutte-à-goutte lent. C'était lui qui recevait les nouveaux crampons alors que je recevais ses vêtements d'occasion. C'était lui qui choisissait le restaurant pour son anniversaire, alors que le mien était toujours ce que maman avait déjà dans le réfrigérateur. Des petites choses. Des choses que l'on ne perçoit même pas comme injustes quand on est enfant parce que l'on n'a pas encore de point de comparaison. On pense simplement que c'est ainsi que les familles fonctionnent. Maintenant, je ne dis pas que mes parents étaient des mauvaises personnes. Je veux être clair là-dessus parce que je sais comment fonctionne Internet et je n'ai pas besoin de 1000 commentaires me disant de couper tout contact avant d'avoir fini l'histoire. Mes parents n'étaient pas des méchants. C'étaient des gens ordinaires qui ont fait des choix, et ces choix ont eu des conséquences qu'ils n'ont pas vues ou n'ont pas voulu voir. Il y a une différence entre être cruel et être insouciant, et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre lequel de ces termes s'appliquait à eux. Colton jouait au football américain au lycée en tant que quarterback. Pas un excellent joueur si je suis honnête, mais mes parents agissaient comme s'il allait être recruté par les Titans. Chaque vendredi soir, ils étaient dans les tribunes avec des maillots assortis en criant son nom. Quand j'ai rejoint l'équipe de débat en 2e année et que je me suis qualifié pour le niveau de l'État, ma mère a dit « Oh, c'est gentil, chérie ». C'était tout. C'était la critique complète. Je suis allé à l'université à UT Chattanooga grâce à une bourse d'études académiques partielle. Colton est allé dans une école de métier pour la soudure, ce qui est une carrière parfaitement acceptable, mais le point est qu'aucun de nous n'a reçu de ticket d'or, du moins c'est ce que je pensais. Mes parents m'ont dit très tôt qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour les frais de scolarité. Ils ont dit qu'ils étaient à court d'argent, que l'économie était difficile, que je devais être reconnaissant pour la bourse et me débrouiller pour le reste. Et je l'ai fait. J'ai contracté des prêts. J'ai travaillé dans 2 emplois à temps partiel. J'ai mangé des nouilles instantanées si souvent qu'à ce jour, l'odeur de l'assaisonnement au bœuf me donne légèrement la nausée. Après l'université, j'ai déménagé à Nashville. J'ai obtenu un emploi dans une agence de marketing en faisant un travail de niveau débutant qui payait environ ce que l'on attend d'un travail de niveau débutant, c'est-à-dire à peine assez pour couvrir le loyer et un abonnement à la salle de sport, mais pas les deux. J'ai choisi le loyer. Je vivais dans un minuscule studio où la douche était essentiellement dans la cuisine et la solution du propriétaire à tout problème d'entretien était de dire « je vais envoyer quelqu'un », puis de ne jamais envoyer personne. Pendant ces premières années à Nashville, j'appelais mes parents chaque dimanche sans faute. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que j'ai la gueule de bois ou que je sois sobre, fauché ou légèrement moins fauché. Ils me parlaient de Colton. Colton vient d'acheter une maison. Colton a un nouveau camion. Colton et sa femme Jolene sont allés à Destin pendant une semaine. Tant mieux pour Colton, pensais-je. La soudure doit payer mieux que je ne le pensais. Pendant ce temps, j'étais assis sur un futon que j'avais trouvé au bord de la route, calculant si je pouvais me permettre à la fois l'électricité et les courses ce mois-là. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents, pas une seule fois. Une partie de cela était de la fierté, bien sûr,
mais une plus grande partie était qu'il m'avait inculqué depuis que j'étais assez vieux pour comprendre le concept que les adultes gèrent leurs propres finances. Que demander de l'aide était une faiblesse, que le monde ne me devait rien. Et je les ai crus. Je les ai crus complètement, ce qui rend ce que j'ai découvert plus tard tellement pire. Vers la 3e année à Nashville, les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai obtenu une promotion, puis une autre. J'étais bon dans mon travail. Il s'est avéré que j'avais un talent pour la stratégie, pour comprendre ce qui faisait cliquer les gens sur les choses, pour transformer l'idée vague d'un client en une campagne qui faisait réellement bouger les lignes. À 27 ans, j'étais un stratège principal gagnant un salaire décent. Pas riche, mais à l'aise. Je pouvais enfin manger autre chose que du riz et des haricots sans faire de calcul mental au préalable. J'ai commencé à sortir avec une femme nommée Sutton à cette époque. Elle était infirmière à Vanderbilt, extrêmement intelligente, drôle, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce pleine d'inconnus et avoir 3 nouveaux meilleurs amis en 10 minutes. Elle n'avait également aucune tolérance pour les bêtises, ce que je trouvais à la fois terrifiant et profondément attirant. Elle est venue avec moi pour Thanksgiving cette première année et je pouvais dire que mes parents l'aimaient bien. Même si ma mère a passé la majeure partie du dîner à parler de la nouvelle rénovation de la cuisine de Jolene comme s'il s'agissait de la chapelle Sixtine. Tout allait bien, c'était normal. Ou du moins, je pensais que c'était normal parce que je ne connaissais rien d'autre. Puis vint le jour qui a tout fait éclater. C'était un mardi en mars. Je m'en souviens parce que Sutton et moi venions de rentrer d'un long week-end à Asheville et j'étais de bonne humeur. Le travail allait bien. La vie allait bien. J'ai appelé ma mère juste pour prendre des nouvelles et, au cours de la conversation, elle a mentionné que Colton avait des problèmes financiers et que lui et Jolene étaient en retard sur leur prêt hypothécaire. J'ai dit, c'est difficile. J'espère qu'ils vont trouver une solution. Et ma mère a dit, eh bien, nous allons les aider. Nous les avons aidés. Tu le sais. Je ne le savais pas. Je ne le savais absolument pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par vous les avez aidés? Et il y a eu cette pause. Cette longue et laide pause, le genre de silence qui vous dit tout avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Brandon, a-t-elle dit, nous avons donné de l'argent à Colton pendant des années pour aider avec la maison, avec le camion, avec différentes choses. C'est juste ce que font les parents. Mon estomac s'est noué. Pas comme un petit frisson, mais comme un ascenseur dont les câbles ont été coupés. Combien, ai-je demandé. Une autre pause. Je ne pense pas que le chiffre exact compte. Maman, combien? Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable, comme si c'était moi qui rendais la situation gênante. Et puis elle a prononcé un chiffre que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Environ 340 000 $ au cours des 5 dernières années environ. 340 000 $. Je vais laisser ce chiffre planer un instant parce que c'est exactement ce qu'il m'a fait. Il est resté là, dans l'air entre mon oreille et le téléphone, comme une grenade dont la goupille a déjà été retirée. 340 000 $ donnés à mon frère alors qu'on me disait qu'il ne pouvait pas se passer d'un centime. Alors que je rationnais mes courses comme un étudiant universitaire, bien après mes 20 ans, alors que je construisais une vie à partir de rien avec mes propres mains, une bourse partielle et plus de dettes de prêt étudiant que je n'ose imaginer, 340 000 $. Et ils n'ont jamais dit un mot. 340 000 $. J'ai besoin que vous réfléchissiez à ce chiffre un instant parce que j'ai dû le faire. J'ai réfléchi à cela pendant environ 3 jours consécutifs, en fait, et cela n'est jamais devenu plus facile à digérer. Pendant les 5 années où mes parents transféraient de l'argent à Colton, je vivais dans un studio avec une douche qui fuyait de l'eau marron un jeudi sur 2. Je mangeais du riz et des haricots 4 soirs par semaine parce que je ne pouvais pas m'offrir de vraies courses. Je marchais jusqu'au travail en janvier parce que ma voiture avait besoin d'une réparation que je ne pouvais pas payer. Et chaque fois que j'appelais à la maison, chaque dimanche, mes parents me disaient qu'ils étaient ruinés. Ils disaient que la papeterie ne payait plus mon père comme avant. Ils disaient que les clients de comptabilité de maman réduisaient leurs dépenses. Ils disaient que les temps étaient durs et qu'ils étaient désolés de ne pas pouvoir faire plus. Ils n'étaient pas ruinés. Ils donnaient à mon frère près de 70 000 $ par an. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond pendant que Sutton me massait le dos sans rien dire, car elle est assez intelligente pour savoir que parfois, il n'y a rien à dire. Elle avait entendu tout l'appel téléphonique.
Elle était assise juste à côté de moi quand ma mère a lâché ce chiffre comme s'il s'agissait d'une note de bas de page banale et non du genre de révélation qui réécrit toute votre enfance. Le lendemain matin, j'ai appelé Colton. J'étais calme. Je veux que vous sachiez que j'étais incroyablement et terrifiante calme, ce qui, si vous me connaissiez, vous ferait comprendre que c'est en fait plus effrayant que si j'avais crié. Je lui ai demandé directement, « Savais-tu que maman et papa te donnaient de l'argent tout en me disant qu'ils étaient ruinés ?» Il a dit, « Brant, ce n'est pas ce que tu crois. » Ce n'est pas quoi? Ils ne te donnaient pas d'argent. Ils t'aidaient avec 340 000 $. D'accord, quand tu dis le chiffre comme ça, cela a l'air mal, mais ils m'aidaient juste pour différentes choses. La compte pour la maison, certains paiements du camion, la voiture de Jolene, des dettes de carte de crédit, cela finit par s'accumuler. Cela s'accumule effectivement, Colton. Cela s'accumule jusqu'à 340 000 $. Ce n'est pas aider quelqu'un. C'est financer son existence entière. Il est devenu silencieux. Puis il a dit, « Écoute, ils ont proposé. Je ne l'ai pas demandé. Et honnêtement, tu t'en sortais bien tout seul. Tu n'en avais pas besoin. Je m'en sortais bien tout seul. Je n'en avais pas besoin. » Je veux encadrer ces deux phrases et les accrocher sur un mur parce que ce sont les mots les plus délirants et les plus arrogants que j'ai jamais entendus sortir de la bouche d'un autre être humain. Je m'en sortais bien parce que je n'avais pas d'autre choix. Je m'en sortais bien parce que personne ne m'offrait un filet de sécurité de 340 000 $. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré, j'ai juste dit, je dois y aller, et j'ai mis fin à l'appel. Sutton se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec 2 tasses de café et elle avait sur le visage une expression située quelque part entre la fureur et le chagrin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore. Je suis descendu à Knoxville ce week-end-là, seul. Sutton a proposé de venir, mais j'avais besoin de faire cela par moi-même. Je me suis garé dans l'allée de mes parents un samedi après-midi, et la maison avait le même aspect que d'habitude. Le même revêtement délavé, le même drapeau américain sur le porche, la même grenouille en céramique que ma mère avait achetée dans un vide-grenier en 2004, qu'elle trouve charmante et que je trouve hantée. Tout semblait normal, chaleureux et familier, et cela rendait la situation d'une certaine manière encore pire. Maman a ouvert la porte comme si de rien n'était. Un grand sourire, les bras ouverts pour un câlin. « Brandon, tu ne nous as pas dit que tu venais. »« Je sais, » ai-je dit. C'était intentionnel. Elle a cligné des yeux. Nous nous sommes assis dans le salon. Papa est arrivé du garage en s'essuyant les mains sur un chiffon et il a eu l'air surpris de me voir. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai besoin que vous m'expliquiez quelque chose, ai-je dit. Vous avez donné à Colton 340 000 $ sur 5 ans. Pendant cette même période, vous m'avez dit que vous étiez ruiné. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas m'aider pour mes frais de scolarité. Vous m'avez dit que les adultes gèrent leurs propres finances. Donc, soit vous m'avez menti pendant 5 ans, soit vous avez une définition du mot ruiné très différente de la mienne. Mon père s'est assis lentement. Il a posé le chiffon sur son genou et n'a rien dit. Ma mère a commencé à faire cette chose qu'elle fait quand elle est mal à l'aise, c'est-à-dire réorganiser des objets qui n'ont pas besoin de l'être. Elle a déplacé un sous-verre de 3 cm vers la gauche, puis l'a remis en place. « Chérie, ce n'était pas comme ça, » a-t-elle dit. Alors c'était comment? Colton avait besoin d'aide. Lui et Jolene étaient en difficulté. La maison coûtait plus cher que prévu, et le camion avait des problèmes, et le travail de Jolene ne payait pas aussi bien, et ils avaient des factures. Tout le monde a des factures, maman. J'avais des factures. J'avais des prêts. J'avais des mois où je n'étais pas sûr de pouvoir payer mon loyer. Et vous m'avez dit de me débrouiller. Tu as toujours été le plus fort, Brandon. Elle l'a dit comme si c'était un compliment. Comme si être l'enfant qu'ils ont négligé était une sorte d'accomplissement. Tu as toujours été si indépendant. Colton avait besoin de plus de soutien. Colton avait besoin de plus de soutien parce que vous lui avez donné plus de soutien. Vous avez créé la dépendance et vous l'avez ensuite utilisée pour justifier encore plus de dépendance. Est-ce que vous ne voyez pas cela? Mon père a fini par parler. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour vous deux. En quoi est-ce que cela était le mieux pour moi? J'ai mangé du riz et des haricots pendant 3 ans. J'ai marché jusqu'au travail en hiver.
J'ai fait une crise de panique sur le parking d'une épicerie parce que ma carte de débit a été refusée pour une course de 27 $. Et pendant tout ce temps, vous faisiez des chèques à Colton pour un camion dont il n'avait pas besoin et des vacances à destin. Maman a commencé à pleurer. Pas des pleurs de tristesse. Le genre de pleurs qui sont conçus pour vous faire sentir coupable de la faire pleurer. Je l'avais vue 100 fois en grandissant. Dès que l'on s'approchait trop d'une vérité qu'elle ne voulait pas affronter, les larmes sortaient comme une arme. Nous ne pensions pas que c'était si grave pour toi, a dit papa. Parce que vous n'avez jamais demandé. Pas une seule fois. Vous ne m'avez jamais demandé comment j'allais financièrement. Vous avez simplement supposé que j'allais bien parce que je ne me plaignais jamais. Et la raison pour laquelle je ne me plaignais jamais, c'est parce que vous m'avez appris que se plaindre était une faiblesse. Personne n'a rien dit pendant un moment. Maman a essuyé ses yeux. Papa a fixé le sol. Et j'ai réalisé quelque chose dans ce silence que j'essayais de ne pas réaliser depuis longtemps. Il ne me voyait pas de la même manière qu'il voyait Colton. Il ne l'avait jamais fait. Colton était celui pour qui ils s'inquiétaient, celui qu'ils protégeaient, celui dans lequel ils investissaient. J'étais celui en qui ils avaient confiance pour se débrouiller. Et bien que cela puisse ressembler à un compliment détourné, ce que cela signifiait réellement, c'est que j'étais celui auquel ils ne pensaient pas du tout. Je me suis levé. Je ne suis pas ici pour crier, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour me battre. J'avais juste besoin de vous l'entendre dire à haute voix. Et vous l'avez fait. Pas avec des mots, mais par le fait qu'aucun de vous ne peut me donner une seule bonne raison pour expliquer ce que vous avez fait. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Brandon, s'il te plaît. Parlons-en. Nous pouvons arranger les choses. Vous ne pouvez pas arranger les choses, maman. Tu ne peux pas me rendre 5 ans de lutte. Tu ne peux pas effacer le fait que j'ai passé mes 20 ans à penser que ma famille était ruinée alors que vous financiez le style de vie de mon frère. Et honnêtement, ce n'est même pas une question d'argent. C'est le fait que vous m'ayez regardé dans les yeux encore et encore pour me mentir. Je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à Nashville avec la radio éteinte pendant des heures de silence et d'autoroute du Tennessee, et je n'ai pas pleuré une seule fois. Pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que j'avais dépassé la blessure. J'étais quelque part de l'autre côté. Quelque part de froid, de calme et de très lucide. Les semaines après ce voyage à Knoxville ont été difficiles. Je ne vais pas embellir la réalité. Je n'ai pas sombré de manière spectaculaire comme dans un film. Je suis juste devenu silencieux. J'ai arrêté d'appeler mes parents le dimanche. J'ai arrêté d'envoyer des messages à Colton. Je me présentais au travail, je faisais mon job, je rentrais à la maison et je m'asseyais sur le canapé en fixant n'importe quoi que Sutton mettait à la télévision sans vraiment regarder. Elle me demandait si je voulais en parler, et je disais non. Et elle hochait la tête et s'asseyait à côté de moi. Honnêtement, cette femme méritait une médaille pour ses premières semaines parce que j'étais aussi agréable à vivre qu'une bûche humide. Le problème quand on découvre que sa famille vous a menti pendant 5 ans, ce n'est pas la colère. La colère s'estompe. C'est le recalibrage. Vous repassez par chaque souvenir, chaque appel téléphonique, chaque fête, et vous les rejouez avec cette nouvelle information superposée. Le Noël où maman a dit qu'elle ne pouvait rien m'offrir mais a acheté à Colton un nouvel ensemble d'outils. La fois où papa m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider pour la réparation de ma voiture parce qu'ils étaient à court d'argent. Le Thanksgiving où Jolene est arrivée dans un tout nouveau SUV et où ma mère s'est extasiée devant comme s'il s'agissait d'un char d'or et non d'un véhicule partiellement financé par les mêmes parents qui m'avaient dit qu'ils étaient ruinés. Chaque souvenir a été réécrit et la nouvelle version était plus laide que l'original. Mais voici ce qu'il en est de toucher le fond. Et je ne parle pas du fond au sens catastrophique. Je parle du fond au sens émotionnel. Le point où vous avez côtoyé le pire pendant assez longtemps pour qu'il perde son emprise. Vous en avez juste assez d'être triste. La tristesse devient ennuyeuse. Et une fois qu'elle est ennuyeuse, elle n'est plus puissante. Et une fois qu'elle n'est plus puissante, vous commencez à vous relever. Pour moi, le redressement a commencé au travail. Mon patron à l'agence, un homme nommé Wa, m'a fait venir dans son bureau un après-midi, environ 6 semaines après que tout ait éclaté. Wa était l'un de ces types qui semblaient être nés dans une salle de conférence. Il avait toujours un café dans une main et un problème à résoudre dans l'autre. Il m'a fait asseoir et a dit, « Brandon,
tu fonctionnes à environ 60% depuis un mois, et tes 60% sont encore meilleurs que les 100% de la plupart des gens, mais je peux dire que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu ne vas pas? Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais Wa avait été bon avec moi. Il m'avait promu 2 fois. Il s'était battu pour mes augmentations, alors je lui ai donné la version courte. Les parents ont menti sur l'argent. Le frère a tout eu. Je n'ai rien eu. Et maintenant, j'essayais de comprendre comment traiter le fait que ma famille n'était pas ce que je pensais. Wa s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit, c'est horrible. Je suis désolé. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui peut sembler froid, mais je le pense avec affection. La meilleure vengeance est une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Alors, construisons-en une. Il n'avait pas tort, et il a joint l'acte à la parole. Au cours des mois suivants, Wa a commencé à m'impliquer dans des projets plus importants, des clients nationaux, des campagnes de haut profil, des choses qui étaient au-dessus de mon niveau de rémunération, mais pas au-dessus de mes capacités, comme il le disait. J'ai assuré à chaque fois. Je me suis jeté dans le travail parce que le travail était la seule chose dans ma vie qui avait du sens. Il ne me mentait pas. Il ne faisait pas de favoritisme. Il récompensait simplement l'effort, et j'avais beaucoup d'efforts à donner. Sutton, de son côté, faisait ce que Sutton fait de mieux, c'est-à-dire être un soutien actif d'une manière qui ne vous laisse pas vous apitoyer sur vous-même. Elle ne me dorlotait pas. Elle ne marchait pas sur des œufs autour du sujet. Un soir, après environ 2 mois, elle s'est assise en face de moi au dîner et a dit, « D'accord, voici le marché. Tu peux être triste à ce sujet aussi longtemps que tu en as besoin, mais tu ne vas pas laisser cela te définir. Tu es trop intelligent et trop têtu pour cela. Alors, quel est le plan ?» J'ai dit, « Le plan ? Oui. À quoi veux-tu que ta vie ressemble dans 2 ans ? Pas par rapport à ta famille, par rapport à toi. » J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Et j'ai dit, je veux être dans une position où je n'aurai plus jamais besoin de l'aide de personne. Où mon succès sera si manifestement le mien que personne ne pourra s'en attribuer le mérite. Elle a souri. Bien. Maintenant, mange ton poulet. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai investi. Sutton et moi avons emménagé dans un appartement plus beau, puis dans un encore plus beau. J'ai été promu à nouveau, cette fois en tant que directeur de la stratégie. Mon salaire a presque doublé. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté comme si ma vie en dépendait, car pendant longtemps, c'était le cas. La mentalité de pénurie de mes 20 ans n'a jamais complètement disparu. Mais j'ai appris à l'utiliser. Je n'avais pas peur d'être ruiné. J'étais motivé par cela. À cette époque, j'ai aussi commencé à voir une thérapeute, une femme nommée Dr Ambry, qui avait cette façon de poser des questions qui vous faisaient répondre à des choses que vous ne saviez même pas que vous portiez. Elle m'a aidé à comprendre que le favoritisme n'était pas lié à moi. C'était lié à l'incapacité de mes parents à me voir comme quelqu'un qui avait besoin de choses parce que j'avais été formé à ne jamais le montrer. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Tu n'as pas échoué à demander de l'aide. Tu as réussi à survivre à un système conçu pour t'ignorer, et c'est remarquable, mais ce n'est pas durable. » Elle avait raison. J'avais fonctionné avec des vapeurs pendant si longtemps que je ne savais même pas ce que l'on ressentait avec un réservoir plein. La thérapie m'a apporté cela. Pas tout d'un coup, pas dans une grande percée dramatique. Juste lentement, semaine après semaine, comme si l'on remplissait un seau avec un compte-gouttes. J'ai arrêté de penser à mes parents chaque jour. Puis j'ai arrêté d'y penser chaque semaine. La colère n'a pas disparu, mais elle est devenue plus silencieuse. Elle est passée de l'avant de mon cerveau à l'arrière. Elle est devenue quelque chose que je pouvais reconnaître sans qu'elle ne me contrôle. Des mois ont passé, puis 1 an, puis 1 an et demi. Mes parents ont essayé d'appeler quelques fois. Ma mère a laissé des messages vocaux qui allaient du joyeux « je prends juste des nouvelles »,« chérie, tu nous manques » au culpabilisant « je ne comprends pas pourquoi tu nous punis, Brandon, nous sommes tes parents ». Colton a envoyé un message une fois, disant simplement « pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu. Pas par malveillance. Je n'étais tout simplement pas prêt. Et le docteur Ambry m'a dit que je n'avais pas à l'être. À 31 ans, j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Professionnellement, personnellement, émotionnellement.
J'avais été promu vice-président de la stratégie à l'agence. Sutton et moi avons acheté une maison dans un quartier que nous aimions, avec un Porsche, un jardin et une cuisine qui ne servaient pas aussi de salle de bain. Je l'ai demandé en mariage un samedi matin alors que nous faisions des crêpes, ce qui semble peu romantique, mais elle m'avait dit un jour qu'elle détestait les demandes élaborées et qu'elle voulait juste quelque chose de vrai. Je me suis donc mis à genoux avec de la farine sur les mains et une bague dans ma poche. Et elle a dit oui avant même que je ne finisse ma phrase. La vie était belle. Vraiment belle. Le genre de bonheur auquel on ne fait pas confiance au début parce qu'on a été conditionné à s'attendre à ce que le sort s'acharne. Mais rien de tel n'est arrivé. C'était juste bien. Et puis, parce que l'univers a un sens du timing malicieux, mon père a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Cela faisait plus d'un an que je n'avais pas parlé à l'un ou l'autre de mes parents. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce le fait que papa n'appelait jamais. C'était toujours maman. Un appel de papa signifiait que quelque chose était différent. Brandon, a-t-il dit, j'ai besoin de te parler. C'est au sujet de ton frère. Et juste comme ça, le sort s'est acharné. La voix de mon père au téléphone semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais entendu. Faible, fatigué, comme si quelqu'un avait essoré toute sa confiance et l'avait mis à sécher. C'est Colton, a-t-il dit. Il a des ennuis. Jolene l'a quitté il y a environ 4 mois. Elle a pris les enfants. Et il est en retard sur tout. La maison, le camion, les cartes de crédit. Il doit de l'argent à des gens, Brandon, pas seulement à nous, à d'autres personnes. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai laissé l'information pénétrer. Sutton était dans l'encadrement de la porte, et je pouvais sentir qu'elle m'observait même si je ne la regardais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par il doit de l'argent à d'autres personnes, ai-je demandé. Il a contracté des prêts personnels, certains auprès de gars qu'il connaît. Le travail de soudure s'est tari et il a essayé de maintenir son style de vie. Je suppose que ta mère et moi, nous ne connaissions pas toute l'ampleur de la situation jusqu'à ce que Jolene nous appelle le mois dernier. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus le faire. Elle a dit qu'il avait caché des choses. Combien doit-il? Mon père s'est raclé la gorge. Au total, avec l'hypothèque et tout le reste? Près d'un demi-million. J'ai réellement ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à beurre. Le type qui avait reçu 340 000 $ était maintenant endetté d'un demi-million. Vous pourriez verser l'océan Atlantique entier dans ce genre de mauvaise gestion financière et cela ne suffirait toujours pas à le combler. Brandon, a dit papa, ta mère et moi n'avons plus rien. Nous avons donné à Colton la majeure partie de nos économies au fil des ans. Ce que nous avons maintenant, c'est la maison et notre sécurité sociale. C'est tout. Nous te demandons si tu serais prêt à aider. C'était là. La seule raison de l'appel. Pas pour s'excuser, pas pour se réconcilier, pas pour dire « et, nous avons réalisé que nous t'avons traité injustement et nous sommes désolés ». Non, ils ont appelé parce que le distributeur automatique qu'ils alimentaient depuis des années était enfin à court d'argent et qu'ils en avaient besoin d'un nouveau. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit lentement. Vous avez passé 5 ans à donner à Colton plus de 300 000 $ tout en me disant que vous étiez ruiné. Vous ne m'avez jamais aidé avec un seul dollar. Pas pour les frais de scolarité, pas pour le loyer, pas pour une réparation de voiture. Et maintenant que Colton a brûlé tout ce que vous lui avez donné et plus encore, vous voulez que j'intervienne pour faire quoi? Signer un chèque. Nous ne demandons pas l'aumône, fils. Nous demandons de l'aide. La famille est de la famille. La famille dit aussi la vérité, papa. La famille ne fait pas de favoritisme. La famille ne laisse pas un enfant lutter tout en finançant l'autre. Mais nous en sommes là. Il n'avait pas de réponse à cela. Il a juste soupiré et a dit, « Je comprends que tu sois en colère. Je le comprends, mais Colton va perdre la maison. La maison pour laquelle vous avez payé la compte. » Oui. Et le camion? Déjà saisi. J'ai dit à mon père que j'avais besoin d'y réfléchir et j'ai raccroché. Sutton est venue s'asseoir à côté de moi. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé car elle en avait entendu assez pour reconstituer les faits. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé après un moment. « Je pense que j'ai besoin de parler à un avocat. »
Elle a haussé un sourcil. Un avocat? Pas parce que je vais poursuivre qui que ce soit. Parce que je veux comprendre exactement où en sont les choses avant de prendre une décision. Je veux voir le tableau complet. Les chiffres, les dettes, les actifs, tout. Si je dois être impliqué dans cela, je le serai selon mes conditions. La semaine suivante, j'ai rencontré un avocat financier nommé Arlon Reeves. C'était un ami de Wa, le genre d'homme qui portait des bretelles sans ironie et qui avait une poignée de main capable de casser une noix. Je lui ai exposé toute la situation, le favoritisme, les mensonges, l'argent, l'appel téléphonique, tout. Arlon a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en avant et a dit, « Alors, quel est ton objectif ici ?» Mon objectif est de me protéger. Je ne veux pas être entraîné dans le désastre financier de mon frère, mais je veux aussi que mes parents comprennent, qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont fait, pas seulement qu'ils se sentent mal, qu'ils le comprennent. C'est juste, a-t-il dit. Laisse-moi creuser cela. Au cours des 2 semaines suivantes, Arlon a fait exactement cela. Ce qu'il a trouvé était pire que ce à quoi je m'attendais. Colton n'avait pas seulement mal géré l'argent que mes parents lui avaient donné. Il avait contracté des prêts supplémentaires en utilisant la maison comme garantie sans le dire à personne. Il devait à un ami près de 40 000 $ pour une opportunité commerciale qui s'est avérée être un parc de voitures d'occasion qui n'a jamais ouvert. Il avait 3 cartes de crédit au plafond. Jolene avait demandé le divorce et réclamait la maison dans le cadre du règlement, ce qui allait poser un problème puisque la maison avait déjà une valeur nette négative. Arlon a également rassemblé une comptabilité informelle de tout ce que mes parents avaient donné à Colton. Ce n'était pas seulement 340 000 $. Quand on ajoutait les petits transferts, les cadeaux en espèces, les factures qu'ils avaient payées directement et une voiture qu'ils avaient achetée comptant, le chiffre était plus proche de 390 000 $. J'étais assis dans le bureau de Arlon, regardant un tableur qui racontait l'histoire du dysfonctionnement de ma famille dans de jolies colonnes et rangées. 5 ans de transfert, 5 ans de mensonges, le tout exposé en police de taille 12. Voici ma recommandation, a dit Arlon. Ne leur donne pas d'argent. Ni à tes parents, ni à ton frère. Si tu veux aider, tu peux proposer de faciliter les choses. Oriente ton frère vers un conseiller en endettement. Aide tes parents à comprendre leur propre exposition financière, mais ne signe pas de chèque. Le schéma ici est clair. Ton frère n'a pas un problème de revenus. Il a un problème de dépenses. Et tes parents n'ont pas un problème de générosité. Ils ont un problème de limite. Donner plus d'argent dans cette situation, c'est comme verser de l'essence sur un feu de cuisine et se demander pourquoi la maison continue de brûler. J'étais d'accord avec chaque mot. Mais j'avais aussi autre chose en tête. Quelque chose qui prenait forme à l'arrière de mon cerveau depuis cet appel téléphonique avec mon père. Pas une vengeance exactement, plutôt un besoin de clarté. Je voulais m'asseoir en face de mes parents et de mon frère et leur montrer les chiffres. Pas pour les humilier, pas pour jubiler, mais parce qu'ils avaient passé 5 ans à opérer dans l'obscurité, se disant que ce qu'ils faisaient était normal et juste. Et je voulais allumer la lumière. J'ai appelé mon père le dimanche suivant. C'était la première fois que je prenais l'initiative du contact en plus d'1 an. Je viens à Knoxville le week-end prochain, ai-je dit. Je veux m'asseoir avec toi, maman et Colton. Tous les 4. J'ai des choses que je veux passer en revue. Papa a semblé soulagé. Bien sûr, fils. Nous aimerions beaucoup cela. Devrions-nous dîner ensemble? Non, ce n'est pas un dîner. C'est une conversation. Je serai là à 10:00 du matin. J'ai passé le reste de cette semaine à me préparer. J'ai imprimé le relevé financier que Arlon avait compilé. J'ai tout organisé selon une chronologie claire. Ce qui a été donné à Colton, quand et pourquoi. Ce que je gagnais pendant ces mêmes périodes, ce que je dépensais, ce dont je me privais. Côte à côte, dollar pour dollar, année par année. Sutton a tout revu avec moi la veille de mon départ. Elle était assise à la table de la cuisine, lisant les pages, et à un moment donné, elle a levé les yeux et a dit, « Cela va être difficile pour eux de voir cela. » Tant mieux, ai-je dit. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Pas l'argent, la confrontation? Ce n'est pas une confrontation. C'est une reddition de comptes. Ils ont le droit de ressentir ce qu'ils ressentent, mais ils vont voir la vérité. Chaque dollar. Elle a hoché la tête.
Alors je te soutiens à 100%. J'ai mis le dossier dans mon sac avec une autre chose, une boîte en carton provenant du placard de notre chambre d'amis. À l'intérieur se trouvait chaque photo de famille que je possédais et où figuraient mes parents. Des photos encadrées des fêtes, des instantanés imprimés des vacances, un portrait de famille de quand Colton et moi étions enfants. Absolument tout. Je n'étais pas encore sûr de la laisser, mais je l'ai apportée au cas où. Le samedi matin, je suis monté en voiture à 6.00 et j'ai roulé vers le sud. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 9.53. La voiture de Colton était déjà là, ce qui m'a surpris car Colton n'a jamais été en avance de sa vie. Le fait qu'il se soit présenté alors m'a indiqué qu'il était soit désespéré, soit effrayé. Probablement les deux. J'ai pris le dossier et j'ai laissé la boîte dans le coffre. Je déciderai pour la boîte plus tard. Maman a ouvert la porte. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ses yeux étaient rouges sur les bords et elle portait ce vieux gilet bleu qu'elle mettait toujours quand elle était anxieuse. Elle a tendu les bras pour un câlin et je l'ai laissé faire, mais je suis resté bref. Entre, chérie. J'ai fait du café. Merci. Le salon était disposé comme un tribunal, ce qui, je ne pense pas, était intentionnel, mais semblait approprié. Papa était dans son fauteuil. Colton était sur le canapé, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Il avait perdu du poids. Ses yeux avaient ce regard creux qui vient du fait de porter plus de problèmes que de solutions. Quand il m'a vu, il s'est levé. Salut, Bran. Salut, Colton. C'était tout. Pas de poignée de main. Pas de câlin. Juste deux frères debout de part et d'autre de quelque chose qui s'appelait autrefois la confiance. Je me suis assis sur la chaise en face d'eux trois et j'ai ouvert le dossier. Je vais vous expliquer quelque chose, ai-je dit. Et je vais vous demander de me laisser finir avant que quiconque ne réponde. Pouvez-vous faire cela? Ils ont tous hoché la tête. Maman serrait déjà un mouchoir. J'ai commencé par la chronologie. Année 1, Colton a reçu 62 000 $ d'aide financière de la part de maman et papa. Pendant cette même année, je gagnais 34 000 $ avant impôt, payant un loyer à Nashville et mangeant du riz et des haricots la plupart des soirs. J'ai appelé à la maison cette année-là pour demander s'ils pouvaient m'aider pour une réparation de voiture de 400 $. Maman m'a dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Ces 400 $ représentaient moins de 2% de ce qu'ils ont donné à Colton cette année-là. Je leur ai montré les chiffres, les impressions réelles côte à côte. Année 2, 78 000 pour Colton. J'ai été promu et j'ai commencé à gagner 42 000. Toujours aucune aide. On me disait toujours qu'ils étaient ruinés. Année 3, 71 000 pour Colton. J'ai fait une crise de panique sur un parking parce que ma carte a été refusée. Année 4, 68 000. C'était l'année où ils ont acheté le camion de Colton comptant. Cette même année, j'ai marché jusqu'au travail pendant 2 mois parce que je ne pouvais pas me permettre de réparer ma transmission. Année 5, 59 000, plus divers transferts plus petits, factures payées directement et des vacances que mes parents ont financées. Total sur l'ensemble des 5 ans, pas 340 000 $ comme maman l'avait dit au départ, mais 389 712 $. J'ai posé la dernière page et j'ai levé les yeux. Personne ne me regardait. Maman fixait le sol. Papa fixait ses mains. Colton fixait le mur. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit. Je veux être très clair là-dessus. Je ne suis pas ici pour demander 389 000 $. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Je suis ici parce que pendant 5 ans, vous m'avez raconté une histoire sur qui nous étions en tant que famille, et cette histoire était un mensonge, et j'avais besoin que vous voyiez la vérité. Maman a parlé en premier. Nous ne voulions pas te blesser. Je le crois, ai-je dit. Je crois que vous ne vouliez pas, mais vous l'avez fait. Et le fait que vous ne vous en soyez même pas rendu compte fait partie du problème. Vous ne pensiez pas à moi. Je n'étais pas sur votre radar. Colton était celui pour qui vous vous inquiétiez. J'étais celui en qui vous aviez confiance pour survivre. Et j'ai survécu. Mais survivre n'est pas la même chose que de recevoir de l'attention. Colton s'est raclé la gorge. Je ne savais pas pour la réparation de la voiture. Je ne savais pas que tu marchais pour aller au travail. Parce que tu n'as jamais demandé non plus. Il n'avait pas de réponse à cela.
Il a juste regardé ses mains et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère avoir l'air véritablement honteux. Pas sur la défensive, pas méprisant, honteux. Mon père a fini par parler. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions, Brandon? Je veux que vous réfléchissiez à cela. Ne cherchez pas à réparer, ne cherchez pas d'excuses, ne pleurez pas pour passer à autre chose. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé et pourquoi c'était mal. Et je veux que vous compreniez que je ne suis plus en colère. J'ai juste fini de faire semblant. J'ai fermé le dossier et je me suis levé. Maman a eu l'air paniquée. Où vas-tu? Chez moi. Brandon, s'il te plaît. Nous pouvons travailler là-dessus. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons faire tout ce dont tu as besoin. Je l'ai regardé pendant un long moment. Et puis j'ai dit quelque chose que j'avais répété dans ma tête pendant 1 an et demi, mais dont je n'étais pas sûr que je le dirais réellement. Maman, je t'aime. J'aime papa. J'aime même Colton, bien qu'il rende cela extrêmement difficile parfois. Colton a failli sourire à cela. Presque. Mais l'amour ne signifie pas un accès illimité. Et cela ne signifie pas que les choses redeviennent comme avant juste parce que tout le monde se sent mal maintenant. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir du changement, pas des promesses. Du changement. Et jusqu'à ce que je le voie, je vais garder mes distances. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. Je suis sorti vers ma voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai regardé la boîte de photos, chaque carte de Noël, chaque portrait de famille, chaque instantané d'anniversaire, de barbecue et de Thanksgiving. Toute une enfance dans une boîte en carton. Je l'ai porté jusqu'au porche et je l'ai posé à côté de la grenouille en céramique. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. Je l'ai juste posé et je suis parti. C'était il y a 8 mois. Voici ce qui s'est passé depuis. Colton a suivi la restructuration de dette que Arlon avait recommandée. Il a vendu ce qui restait de la valeur nette de la maison, a emménagé dans un appartement et a commencé à faire des doubles services. D'après ce que j'ai entendu, il va aussi en thérapie, ce qui m'a surpris plus que n'importe quelle autre partie de cette histoire. Jolene a finalisé le divorce, mais il gère la garde alternée raisonnablement bien. J'ai parlé à Colton 2 fois depuis ce matin-là. Les 2 fois ont été courtes, les 2 fois civiles. Nous ne sommes plus là où nous en étions, mais nous ne sommes pas non plus nulle part. Mes parents ont réduit leur train de vie, ont vendu la maison de Knoxville et ont emménagé dans un endroit plus petit, plus proche des enfants de Colton. Ma mère m'a envoyé une lettre, une vraie lettre manuscrite de 6 pages. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas minimisé. Elle a dit qu'elle était désolée, et elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais de relations étroites, mais elle espérait que je laisserais la porte ouverte. Je l'ai lu 4 fois. Je n'ai pas encore répondu, mais la porte n'est pas fermée. Mon père a appelé 1 fois. Il n'a rien demandé. Il a juste dit, « Je suis fier de toi, fils. » J'aurais dû le dire plus souvent. C'était environ 8 mots, ce qui, pour mon père, est fondamentalement un soliloque shakespearien. Je lui ai dit que j'appréciais. Je le pensais vraiment. Quant à moi, je vais mieux que je ne suis jamais allé. Sutton et moi nous sommes mariés il y a 3 mois. Une petite cérémonie, dans le jardin de notre maison, 20 personnes, un camion de tacos. C'était parfait. Où a été mon témoin? Le docteur Ambry a envoyé une carte. Mes parents n'étaient pas invités, ce qui a été une décision difficile, mais la bonne. Je leur ai envoyé une photo après coup. Ma mère a pleuré. Je le sais parce que Colton me l'a dit. J'ai été promu à nouveau le mois dernier. Je suis maintenant associé à l'agence. Mon nom est sur le mur. Pas mal pour un type qui a passé ses 20 ans à manger du riz et des haricots et à marcher jusqu'au travail sous la neige. Je ne raconte pas cette histoire pour attirer la sympathie. Je la raconte parce que je pense que beaucoup de gens vivent une version de celle-ci. Vous êtes celui sur qui on peut compter, le fort, celui pour qui on ne s'inquiète pas. Et parce qu'il ne s'inquiète pas pour vous, il ne pense pas à vous. Et parce qu'il ne pense pas à vous, il ne vous voit pas lutter. Et vous faites simplement ce qu'ils vous ont appris à faire, c'est-à-dire survivre sans demander d'aide. Si c'est votre cas, écoutez-moi bien, votre force n'est pas une raison pour que les gens vous ignorent.
votre indépendance n'est pas une autorisation pour que les gens vous négligent. Et vous avez le droit de poser la boîte sur le porche et de partir. Pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous vous aimez assez pour arrêter de prétendre que cela n'a pas fait mal. J'ai encore une photo de ma famille. Elle date d'un voyage en camping quand j'avais environ 8 ans. Colton et moi sommes debout près d'un ruisseau, il nous manque des dents de devant à tous les deux, nous sourions comme des idiots. Je la garde dans le tiroir de mon bureau. Pas sur le mur, dans le tiroir, parce que certaines choses valent la peine d'être rappelées, même si l'on n'est pas prêt à les regarder tous les jours. Et c'est là où j'en suis. Ni amer, ni brisé, je construis simplement une vie selon mes propres termes, de la même manière que je l'ai toujours fait. Sauf que maintenant, je sais exactement ce que cela vaut. Et cela vaut bien plus que 389 712 $.